Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette petite heure. C'est avec grand plaisir, évidemment, que je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire de découverte et d'appropriation, de l'EDIAP, donc qui signifie, environnement, digital d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, sujet qui vous est familier, évidemment. Je suis accompagné, de Sébastien Cotte, donc directeur général d'Heritech, Serge Parnianti, qui en est le directeur stratégique, Sébastien l'a rappelé tout à l'heure, et également de Thomas Bontemps, que j'aperçois. Bonjour Thomas. Et peut-être de Marie Rousseau. Je ne sais pas si Marie est là, Thomas? Je pense qu'elle va arriver là. D'accord, très bien. Qui sont tous les 2 cofondateurs, du studio Novae. Donc, Novae est spécialisé c'est un studio spécialisé dans la, réalisation de maquettes numériques et de développement de solutions immersives spécifiquement pour l'architecture et le patrimoine. Pour ceux qui ne connaissent pas Heritech en quelques mots, et je vais partager mon écran. Voilà, donc, les intervenants, les voici. Vous nous voyez, mais, vous avez un petit résumé ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Heritech, en 2 mots, Heritech est une société qui a tout juste 1 an, et qui a 2 missions principales, comme vous pouvez le lire: la montée en compétence des gestionnaires de patrimoine et l'accélération de projets de numérisation patrimoniale en territoire. C'est vraiment ce qui nous caractérise, et on a aussi, du coup, 4 métiers attachés à cette vocation. C'est évidemment, le fait d'être conseil AMO et facilitateur, pour les gestionnaires, donc sur des problématiques qui touchent autant à l'audit qu'au conseil, aux études d'opportunité, à l'assistance sur la rédaction d'appels à projets, on en parlera un peu tout à l'heure, ou encore sur, l'appréhension de nouveaux modèles économiques tournés vers l'innovation patrimoniale et plus globalement le pilotage de projets. On fait aussi de la formation et de la détection en innovation patrimoniale, à travers notamment des livres blancs. On en a déjà fait 2 depuis, 2020. Au temps du forum Heritech qui est à la base de notre naissance, et on organise aussi, des événements d'intelligence collective qui prennent la forme de forums ou de journées de sensibilisation en territoire, notamment la dernière en date dans l'Allier en mars dernier, pour le compte du département, et Peut-être nous juste, travaillons. juste excuse-moi, t'attends juste pour préciser que comme tu as parlé du forum et qu'au préalable, tu as dit que la société Eritech était effectivement jeune puisqu'elle a été créée il y Oui, a une année. En fait, la société est née après 4 années d'activité en Haute-Loire, qui sont des activités d'intelligence collective et d'événementiel, qui nous a permis de rayonner notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres départements, sur, je dirais, l'état des lieux et l'état de l'art de l'innovation patrimoniale dans les territoires. Excusez-moi pour cette parenthèse, c'est une petite précision importante. merci beaucoup Serge, elle est très utile et fondatrice, d'autant plus. Et à ces 3 premiers métiers s'ajoute le quatrième que vous pouvez découvrir, qui est la production, évidemment, de solutions numériques patrimoniales, mais qui s'attache à un cluster professionnel formé d'entreprises dont c'est la spécialité, que vous pouvez découvrir, autour de ce 360 de l'innovation patrimoniale, et qui est constitué notamment du studio Novae, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, mais aussi, de la société Collec Online, Métagellan, la société Hervé, le studio Nuit Noire, la plateforme Gaia World et, la société Enou, qui est spécialisée dans la mise en tourisme, notamment des patrimoines. Vous pouvez voir, sur la petite carte qui l'accompagne, l'ensemble des réalisations des membres, du Cluster Pro, et vous retrouvez évidemment, l'ensemble des services dont je viens de vous parler, qui sont proposés par l'ensemble de la constellation Heritech. Pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, et maintenant que vous connaissez mieux Heritech, aujourd'hui, on va parler de l'EDIAP, et évidemment, on va vous présenter les principes, les fonctionnalités et les perspectives qu'offre cette nouvelle solution, qui a été pensée et qui est proposée par Heritech et ses experts. J'entends par experts, notamment, les membres du cluster, Heritech Pro, bien entendu. Mais avant cela, ce qui va être intéressant dans ces premières minutes, c'est de revenir avec vous, sur évidemment, le sujet clé qui est le vôtre en termes de responsabilité et qui est lié à vos engagements, c'est l'interprétation et la valorisation des patrimoines.
Alors pourquoi revenir sur ce point-là? Parce que vous soyez, en l'occurrence, on a vu que vous étiez nombreux aujourd'hui, alors beaucoup de chargés de mission ou de projets villes et pays d'arrêt d'histoire, merci à tous d'être ici, des responsables d'office du tourisme, des responsables en collectivité aussi. La plupart d'entre vous avez la responsabilité de la définition, et j'allais dire, et ou de la mise en œuvre de la stratégie d'interprétation et de valorisation de vos patrimoines au sein de vos territoires et de vos collectivités. Et ça, effectivement, ça appelle plusieurs considérations, et notamment, vous le savez, la valorisation et l'interprétation des patrimoines passent par des enjeux stratégiques qui sont multiples. Vous le savez bien, les enjeux sont culturels, préservation, conservation, touristique, résidentielle, mais aussi éducatif et économique. Vos cibles sont plurielles. Vous traitez beaucoup, évidemment, notamment à travers, je pense aux chargés de mission, aux chargés de projet Ville et Pays d'Art et d'Histoire par rapport à l'obligation du SIAP qui est liée au label aux scolaires et aux familles, mais aussi aux touristes, qu'ils soient locaux, nationaux, internationaux, mais aussi aux nouveaux arrivants, qui sont des cibles très importantes quand on parle d'attractivité territoriale, et vous en savez quelque chose. Néanmoins, vous voulez et vous pouvez, la plupart du temps, rendre interopérables et faire dialoguer ces patrimoines. C'est quelque chose qui est important dans le récit du territoire pour vous. Et pour ça, vous vous empruntez de l'identité et de l'empreinte historique du territoire, vous essayez de développer des échanges entre les patrimoines, et vous essayez aussi de créer des liens entre les différents sites et points d'intérêt de votre territoire. Vous voulez et vous pouvez proposer une expérience accrue et augmentée de visite numérique des patrimoines, et surtout, vous voulez la faire évoluer dans le temps, parce que rien ne sert d'investir dans une solution qui serait figée, mais plutôt de la faire évoluer autant au niveau historique, technique, qu'en termes d'exploitation et de déclinaison. Donc ça, c'est des choses qui sont, nous le considérons aujourd'hui avec l'ensemble des experts high-tech, des choses qui sont importantes pour vous. Eric, tu as quelqu'un dans la salle d'attente, je crois. Pardon. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà. Alors, évidemment, quand on dit ça et qu'on revient sur l'état de l'art des technologies, les technologies sont nombreuses. Là, on vous a rappelé un peu celles effectivement que vous connaissez, la réalité augmentée, mixte, virtuelle, l'intelligence artificielle, évidemment les parcours sonores, le son, qui soit binaural ou autre, les mappings vidéo, les vidéos 360, les plateformes et les applications numériques. Voilà, sans oublier l'ère du jeu vidéo et des jeux géolocalisés aussi qui rentrent de plein pied dans ce qui peut être décliné et exploité à partir de vos patrimoines. Donc, on vous a mis quelques exemples qui vous permettent de rappeler évidemment l'ensemble des technologies disponibles. Ces technologies-là, elles sont liées aussi à des usages qui sont pluriels. Voilà. On en a listé quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive, mais effectivement, quand on considère à la suite des technologies ce qu'on peut faire avec, évidemment, vous pouvez mieux accueillir, orienter vos visiteurs, donner à vivre, et ça on en reparlera avec Novae tout à l'heure, donner à revoir des patrimoines qui ont disparu ou qui ont été endommagés et qui nécessitent d'être revus dans leur état initial à travers la technologie de la reconstitution immersive, mais aussi mettre en récit, développer des jeux pour intéresser notamment les jeunes. On sait à quel point les jeunes peuvent parfois s'ennuyer sur des visites classiques et ont besoin d'outils de médiation appropriés, et aussi développer, augmenter l'émotion des parcours physiques, et les technologies sont aussi importantes pour ça. Et moi, je peux encore rentrer du monde dans la salle. Et donc, à partir de là, donc, une fois qu'on a dit tout ça, on se rend bien compte que c'est pas simple.
que c'est complexe, que le sujet est vaste, et on a l'habitude, chez Eritech, de mettre de l'ordre là-dedans et d'essayer à travers cette démarche, créer un peu d'ordre à travers un processus stratégique qui part des patrimoines pour aller vers les expériences numériques et un protocole, entre guillemets, et une stratégie, une méthodologie qu'on propose à nos clients et à nos partenaires. On peut rappeler d'ailleurs deux d'entre eux avec qui on a appliqué justement cette méthode, avant que je passe la parole à Serge qui va vous la décrire. Mais on a travaillé par exemple avec la route des villes d'eau du Massif central sur cette méthodologie et on a pu effectivement commencer à réfléchir à une solution mutualisée, un dispositif mutualisé pour les villes d'eau du Massif central, qui sont 19, et sur lesquelles on travaille maintenant sur un dispositif mutualisé qui tient compte justement de la gamification. Et on a pu effectivement, au fur et à mesure, pas à pas, réussir à mettre en place ce processus. Et de la même manière, Sébastien a accompagné la ville de Saint-Éloi-les-Mines sur la rédaction d'un cahier des charges, effectivement, qui éprouve ce processus. Mais pour que vous le compreniez encore mieux, je vais passer la parole à Serge. Serge, je te laisse décrire à nos invités ce processus en particulier. Oui, merci Eric. Oui, donc là, ce que vous voyez, c'est, vous l'avez compris, une vision globale de vos patrimoines par le prisme de l'innovation. Donc c'est une manière assez globale, je dirais, d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qu'Eric vous a présenté juste précédemment. C'est aussi, ce schéma, c'est aussi quelque chose qui peut vous servir de tableau de bord. Donc, après coup, hein, dans une démarche itérative, vous avez par exemple employé une méthodologie stratégique bien montée, et puis vous avez produit, et puis vous avez exploité, et puis à un moment donné, vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes. C'est toujours important de savoir faire un point, et donc ça peut vous servir de tableau de bord. C'est aussi une balise méthodologique, hein, comme l'a dit Eric, et ça vous permet aussi de jauger votre stratégie. Alors pourquoi? Parce que bah, vous le comprenez, je pense assez aisément en décryptant ce qui est écrit là, c'est que vous partez d'une considération purement patrimoniale, hein, c'est votre matière de base, c'est le ou les patrimoines, parce qu'évidemment, vous pouvez traiter un patrimoine ou plusieurs, et après ça se complexifie parce qu'il y a évidemment des synergies, on l'a vu précédemment. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de déterminer des objectifs, et les objectifs, ils se déterminent selon les publics. Vous le savez bien. Le niveau du dessus, c'est de considérer les enjeux. Donc, vous pouvez avoir des enjeux de valorisation, des enjeux économiques, ceux-là, ils sont toujours présents. Des enjeux durables, ils sont préférables. Et puis, par rapport à ces trois éléments-là, vous allez pouvoir faire émerger une proposition de valeur. Alors, soit une proposition de valeur, on va dire, de haut niveau, commune, identitaire par rapport à votre commune, à votre territoire, et qui va regrouper finalement une ligne directrice de la valeur et de l'offre de vos patrimoines, soit vous allez travailler sur un seul patrimoine et donc une proposition de valeur bien établie. Et puis vient ensuite le moment de faire le travail, très concrètement. Donc vous allez forcément produire des contenus et ces contenus, vous allez les diffuser à travers des canaux pour différents usages. Vous allez construire des offres par rapport à ça. Et derrière ces offres, vous allez offrir des expériences. Et là, vous voyez, on va retrouver les éléments, on va dire, à peu près complets qui définissent l'innovation patrimoniale aujourd'hui. Donc, les canaux d'exploitation, en général, c'est soit des sites physiques, soit le Web 1, Web 2, Web 3, appelons-le comme on veut. Il y a des podcasts, et puis il y a tous les outils du marketing digital. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les canaux. Les contenus numériques, Eric en a parlé précédemment. Et les expériences, elles sont physiques, elles sont distantes, et puis elles peuvent mélanger les deux, elles peuvent être mixtes, donc digitales. Et on peut donc s'orienter sur des visites augmentées, de la VR, du gaming, bien d'autres choses encore, sans oublier évidemment l'importance des terminaux qui permettent d'accéder à ces différentes expériences. Donc ça va du casque à l'environnement immersif sur un lieu physique. On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Ce qu'on se propose, c'est d'avancer un petit peu. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à les noter. Et on pourra revenir
sur les slides qui vous intéressent en particulier. Donc le modèle EDIAP, en quoi il consiste, comment est-ce qu'il se décrit? Donc les slides suivantes vont clarifier un petit peu tout ça. Donc si on devait définir un EDIAP, c'est la proposition qu'on fait là, c'est d'expliquer qu'un EDIAP consiste en la création et l'organisation d'un actif numérique patrimonial, donc global, et de son environnement digital d'exploitation. Donc on a des data qui représentent finalement le patrimoine en version numérique. Donc on a vu que numérique, ça veut dire plein de choses, hein. Et donc cet EDIAP doit reposer sur une stratégie qui soit réaliste sur le plan économique, sur le plan marketing aussi évidemment, et qui intègre des objectifs d'attractivité territoriale en adressant les publics cibles du territoire en question. Et surtout, l'EDIAP doit permettre une agilité. Donc, les évolutions doivent être optimisées. En tout cas, la capacité d'évolution doit être optimisée. Donc, si on décrit de manière un petit peu plus pratico-pratique, donc un EDIAP, c'est la conjonction de données, donc c'est des contenus numériques, toutes sortes de contenus numériques, hein, tout confondu. C'est un back-office pour gérer, pour stocker, pour gérer ces contenus. Et ensuite, c'est des formats d'exploitation, comme on l'a vu précédemment. Donc là, on est vraiment sur une vision globale de ce qu'est un EDIAP, de son objectif et de ce qui compte aussi, c'est-à-dire notamment le réalisme économique, les critères d'attractivité et bien entendu d'alignement stratégique avec ce que recherche le territoire pour la valorisation de ses patrimoines. On peut parler justement des formats d'exploitation. Il y en a quelques-uns qui sont inscrits Voilà, là c'est ceux qu'on a vus, voilà, c'est en gros, c'est ceux qu'on a vus. précédemment, et donc insister sur, par exemple, d'un EDIAP peut naître un film d'animation. Et ce qu'on vous propose, c'est de partager avec vous un film, justement, qui est né, entre guillemets, d'une réflexion EDIAP par la ville de Cabourg. Et je vais donner la parole à Thomas, parce que je vais passer quelques minutes du film. Je ne sais pas si on aura le son, pas certain, mais en tout cas, tu peux peut-être décrire les images et nous faire un commentaire, Thomas, sur ce qu'on va voir ici. Alors là, on a un film qui a été réalisé pour retracer tout l'historique de la ville de Cabourg. Donc Cabourg, c'est une ville qui est une ville balnéaire, mais également chargée d'histoire, puisque les historiens ont statué que c'était depuis Cabourg que Guillaume le Conquérant était parti pour aller battre les Anglais à Hastings. Donc on peut, par extrapolation, dire que l'Angleterre, telle qu'on la connaît, est née à Cabourg. Donc en fait, on a retracé toute l'historique de cette ville grâce à des archives. C'est un travail qui nous a pris à peu près 4 mois à faire, puisqu'on avait un comité scientifique qui était assez pointu avec nous. Et de ce film, en fait, on en a tiré plusieurs exports possibles. Donc là, on a un film en 3D. Il faut savoir qu'il est diffusé donc, dans un centre d'interprétation de l'architecture qui est la Villa du Tortrouvé à Cabourg, un musée. Et de ce film, on a pu en extraire quelques images pour en faire, par exemple, un nouveau support qui est une visite au sein de la ville avec un parcours dédié. Et ce parcours est jalonné de bornes avec des QR codes qui permettent d'être scannés et d'afficher sur son téléphone, une fois qu'on a scanné ce QR code, d'afficher une vue à 360 degrés de l'endroit où on se trouve, mais quelques siècles auparavant. Et ainsi, on peut comme ça faire des visites un petit peu, des visites de découverte au sein de la ville. On peut créer des parcours. On peut les changer en fonction des saisons. Donc, un parcours qu'on va faire en 2024 va être différent de celui en 2025. Et c'est un concept qui marche plutôt bien puisque la ville de Deauville a commandé également son support. Alors là, on est un petit peu sur le même type de médiation. On est sur du numérique, mais cette fois, on part de l'histoire des planches de Deauville. Donc les planches fêtent leurs 100 ans cet été. Donc on va partir donc de ce bâti. Et de ces exports, à partir des planches, on va en faire des visites en réalité virtuelle. Donc, on sera sur des casques. Les gens pourront tester sur casque d'arpenter Deauville virtuellement au siècle dernier avec des animations, des échanges avec les personnes modélisées, voir l'architecture de l'époque, comment la ville a évolué, etc., etc. Mais ils vont également exploiter ce support pour en faire aussi une exposition temporaire. Donc, ils vont extraire de ce support des visuels 3D
et exposé comme ça au sein des franciscaines. Donc, c'est un grand centre culturel national. Au sein des franciscaines à Deauville, ils vont exposer des vues architecturales reconstituées pour vraiment faire comprendre aux gens comment, en 100 ans, la ville de Deauville a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Et ça, bah, ça va aussi évoluer puisque dans un an, on va modifier le parcours. On va le transformer, on va l'enrichir, on va vraiment l'agrémenter de nouvelles données, de manière à ce que ces supports de médiation, en fait, soient vivants, soient évolutifs. Ce n'est pas juste un export qu'on vient afficher pendant X mois ou X années sur une télé et qui reste en l'état. Non, non, ça vient vraiment évoluer avec le temps. Parce qu'il faut savoir quand même que le numérique, c'est un outil qui évolue, mais énormément, très très vite, que tous les 3 mois, les supports de médiation peuvent être, entre guillemets, qualifiés d'obsolètes. Donc nous, on s'engage, quand on fait des réalisations, à les accompagner dans le temps et à les mettre à jour, à les adapter et à les décliner, le cas échéant, en une multitude de supports différents. Merci Thomas pour ces précisions qui sont importantes parce que Serge a évoqué effectivement tout le process qui mène à la construction de l'EDIAP et ces déclinaisons. Et là, on voit bien une déclinaison, mais qui a demandé beaucoup de travail préalablement avec la constitution d'un certain nombre de jumeaux, l'appréhension de l'histoire de la ville et comme l'a rappelé Thomas, la constitution d'un comité culturel et scientifique. Et vous savez tous autour de cette table virtuelle de quoi on parle. C'est important d'avoir des données qui soient scientifiquement éprouvées et vérifiées. Donc voilà, ça ne peut pas se faire sans ça, évidemment. Le numérique ne peut pas faire l'économie de cette haute qualité et de cette vérification des données. Donc voilà, mais voilà, là vous pouvez voir, en tout cas ça vous donne un aperçu d'une déclinaison possible, d'une réflexion globale. Je vais passer sur la slide suivante et redonner la parole à Serge. Donc, les médias ressources d'un EDIAP, donc de cet environnement digital global dédié à l'exploitation de vos patrimoines en version innovante. Donc, évidemment, les ressources documentaires et pédagogiques que vous connaissez très bien, des dossiers thématiques. Donc, à chaque fois, on parle de ressources qui sont existantes. Et donc, évidemment, vous en disposez de nombreuses ressources numérisées ou qui sont à réaliser. Donc, à chaque fois, il faut aussi imaginer qu'il faut réfléchir à mobiliser des budgets de production. Donc, des réalisations 3D et des modules multimédia. Donc, rien de véritablement nouveau, mais c'est bien de rappeler ce cadre en termes de ressources, parce que sans ces ressources, eh bien, il n'y a pas évidemment des DIAP. Alors, c'est pour qui? C'est pour les collectivités territoriales, donc quelle que soit leur taille, hein, à partir du moment où il y a des patrimoines à valoriser et des modèles à créer et à développer autour de ces patrimoines. Donc, les offices et ou les comités de tourisme, quelle qu'en soit l'échelle, encore une fois, et les agences d'attractivité. Alors, la démarche qui est proposée, il peut y en avoir d'autres, mais celle qui convient bien en général et qui a pu faire ses preuves, donc c'est une démarche en 6 étapes. Donc, une première étape, donc c'est évidemment une étape stratégique avec une étude d'opportunité et de faisabilité où on va exprimer les besoins. Si vous vous rappelez le cercle qu'on a vu tout à l'heure, on parlait d'objectifs, donc des objectifs affectés à différents publics avec des considérations économiques, techniques, environnementales. Donc ça, c'est les différents enjeux. Il y a des notions évidemment de cadrage. On sort un cahier des charges. On parle de storytelling spécifiquement digital. Et puis surtout, on a insisté sur l'agilité et l'évolutivité, ça a encore été rappelé par rapport à l'engagement de Novae sur l'accompagnement dans le temps. Donc l'évolutivité, la planification et enfin évidemment le montage financier. Comme je le disais précédemment, il n'y a pas d'EDIAP s'il n'y a pas de ressources. Donc qui dit ressources dit déjà, avant d'aller dépenser de l'argent sur des productions nouvelles, c'est de faire l'inventaire de l'existant. Donc, inventaire des médias, des ressources, documentaires, pédagogiques, dossiers thématiques, on l'a vu précédemment. Et puis, ce qui manque, eh bien, on va le produire. Donc, c'est ce qu'on va appeler les productions initiales, parce qu'on ne va pas tout produire d'un coup. On va s'aligner évidemment à des considérations stratégiques qui ont été vues sur la première étape.
et aussi, bien sûr, à des considérations budgétaires et de capacité d'investissement. Étape 4, on exploite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a sélectionné les ressources, y compris celles qu'on a éventuellement produites nouvellement, et puis on leur a affecté des usages, des canaux, des modes d'exploitation, comme on l'a vu aussi tout à l'heure dans le cercle qui vous donnait la vision globale des patrimoines par le prisme de l'innovation. Et à un moment donné, il faut savoir aussi faire une pause de façon à s'inscrire dans une démarche itérative. Donc, on va aller chercher des retours d'expérience de façon à ajuster les choses. Il y a peut-être des patrimoines qu'on va exploiter un petit peu différemment, des contenus qu'on va exploiter différemment, qu'on va redécouper, qu'on va redispatcher. On va voir aussi comment ces différentes expériences sont perçues, reçues par les cibles. Est-ce que les objectifs économiques sont au rendez-vous? Pourquoi ils le sont, pourquoi ils ne le sont pas? Enfin voilà, c'est une phase extrêmement importante et qui est vraiment une phase ornière parce que c'est ce qui permet justement le feedback et la démarche itérative. C'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite enrichir les contenus et faire évoluer les usages. Voilà les 6 étapes qui peuvent être présentées d'une autre manière dans la slide suivante. Donc là, cette slide, elle se lit par la gauche. Donc l'entrée, c'est à gauche. On commence par la stratégie. Et évidemment, à l'intérieur de la stratégie, on va fixer donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les objectifs, les cibles, l'environnement économique, etc. On va faire l'inventaire des contenus, on va en produire de nouveaux si nécessaire, et déjà à partir de là, on aura une plateforme d'exploitation qui va commencer à voir le jour. Et une fois qu'on aura tout ça, on va pouvoir créer de la dynamique à travers des opérations d'animation. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une plateforme et d'être content d'avoir une plateforme. Cette plateforme, elle a des objectifs. Et ces objectifs, on ne pourra pas les atteindre si on ne l'anime pas. C'est pour ça qu'on emploie souvent le mot d'animation dans le mot EDIAP. Alors, il y a architecture, mais le A, il veut aussi dire animation. Et derrière ce terme, opération d'animation, se cache quelque chose de fondamental que vous connaissez toutes et tous, c'est le marketing. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose d'aller faire, par exemple, d'aller investir dans une appli, d'aller investir dans un site internet, d'aller numériser un bâti ou un environnement naturel, si derrière on n'a pas les moyens de le faire savoir. Et donc cet effort marketing, c'est quelque chose qui contribue à animer cette plateforme d'exploitation. Donc il y a plein de manières de le faire, pas que digital d'ailleurs, hein. On peut tout à fait valoriser une plateforme d'exploitation digitale des patrimoines par de l'événementiel par exemple. C'est justement ce qu'on va voir juste après. On vous a mis, bon, la liste n'est pas exhaustive, mais à partir d'un environnement digital tel qu'on vient de vous le processer, on peut effectivement après décliner sur la base des contenus dont a parlé Serge. On peut venir alimenter, enrichir et animer, d'où le terme animation, à différents niveaux, j'allais dire différents sujets qui sont les vôtres. En l'occurrence, je pense au sujet du Centre d'interprétation et d'architecture des patrimoines, le CIAP, qu'il soit d'ailleurs physique ou numérique, puisque je crois savoir, je ne sais pas si la ville de Nîmes nous entend, je crois que la ville de Nîmes était inscrite et toute l'équipe d'Eritech tire son chapeau à la ville de Nîmes pour avoir lancé le premier SIAP numérique en décembre 2022 et qui fait école en fait et qui participe aussi à aller dans ce sens-là et à augmenter, j'allais dire, la possibilité d'utiliser des contenus digitaux pour valoriser et conserver les patrimoines. On peut aussi imaginer qu'à partir de l'ensemble de ces contenus, on peut organiser des ateliers dans les écoles. On peut utiliser justement dans ces écoles les écrans numériques qui sont à la disposition pour faire tourner des modèles ou pour montrer les films comme celui de Cabourg qui a été développé par le studio Novae. Mais on peut aussi, et on y reviendra après avec Novae, justement, à partir d'un modèle numérique, donner naissance à des maquettes physiques. C'est complètement possible aujourd'hui. Thomas, tu en reparleras tout à l'heure sur l'impression possible de ces maquettes à partir des modèles.
On peut aussi lancer des parcours sonores, on peut créer une application. Voilà, donc de cette base qui est véritablement un tableau de bord et une façon de piloter ces actifs numériques patrimoniaux, on peut lancer beaucoup de déclinaisons, qu'elles soient numériques, digitales ou physiques. Et on peut aussi travailler en partenariat du coup avec les associations patrimoniales du territoire. On en sait quelque chose chez Eritech parce on est partenaire de pas mal d'associations pour lesquelles on travaille soit comme expert de l'innovation patrimoniale, soit sur du développement de projets. Donc, j'ai cité la route des villes d'eau du Massif central tout à l'heure, mais on travaille aussi avec la demeure historique auprès des gestionnaires de patrimoine privé. Mais vous pouvez aussi collaborer avec les rectorats et les académies sur des sujets qui peuvent être éducatifs et liés à la transmission ou au devoir de mémoire sur des sujets importants par rapport à l'histoire de vos patrimoines. Justement, j'en parlais il y a un instant, mais l'intérêt des maquettes numériques immersives et interactives dont le studio Novae est un des experts permet beaucoup de choses. Thomas, je te laisse faire un commentaire sur ce que nos invités peuvent lire en ce moment même. Je pense que c'est important de rappeler la vocation des maquettes et ensuite, le slide suivant parlera des déclinaisons qu'on peut en faire. Alors effectivement, une maquette, c'est un processus de travail en fait. Quand on fait une reconstitution, ça prend la forme d'une reproduction virtuelle d'un état donné d'un site, d'un monument qui a été altéré par le temps. Il faut savoir que le travail commence bien en amont avec la recherche de documentation. Donc cette recherche, elle se fait à différents niveaux. Ça peut être dans les archives, ça peut être auprès d'institutions, mais également chez des particuliers. Donc en fait, dans le process de création d'une maquette numérique, il y a déjà une part de mobilisation auprès de passionnés, d'habitants locaux qui sont intéressés par leur histoire proche. Une sorte de mobilisation des talents pour pouvoir aller glaner des informations, les rassembler. Et au bout d'un moment, au bout de X semaines de recherche, parfois ça peut prendre des mois, comme avec Cabourg ou Deauville, on arrive à avoir vraiment une documentation très fournie. Et j'ai envie de dire que déjà, cet amas d'informations, c'est déjà très précieux et ça justifie déjà le projet en lui-même. Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est avec ces informations-là, c'est justement les ouvrir au plus de monde possible. Donc on encourage vraiment la création en parallèle du projet numérique d'une sorte de mobilisation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les gazettes des villes, etc., de parler un petit peu de l'avancement du projet. Par exemple, quand les projets se chevauchent, quand la création des projets se chevauche avec les journées du patrimoine, souvent on s'arrange pour ouvrir une partie de la maquette numérique à la visite, entre guillemets, à la visite virtuelle, hein, bien sûr. Ça nous arrive tous les ans d'être appelés sur des lieux précis pour pouvoir animer des ateliers et montrer en réalité virtuelle ou sur écran des débuts de reconstitution du site en question. Alors, la maquette, après, une fois qu'elle est faite, comme on disait tout à l'heure, en fait, elle est évolutive. Donc, c'est pas parce on a terminé, entre guillemets, le projet sur lequel on s'était fixé que le projet ne va pas bouger. Donc, du coup, sur énormément de projets, je pense par exemple au château de Bourbon-l'Archambault notamment, on a reconstitué une tour avec ses peintures et on a reconstitué comme ça deux salles, deux intérieurs. Donc, vous voyez sur la photo, la deuxième photo, en partant de la gauche, donc on a quelqu'un qui a scanné sur un QR code, donc avec son téléphone, et ça a ouvert une page sur son téléphone. Cette page, elle est visible à 360 degrés, donc on peut placer son téléphone en superposition par rapport à l'existant, et ça affiche du coup les peintures telles qu'elles étaient auparavant. Donc en fait, là, pour Bourbon-l'Archambault, on a reconstitué deux salles, mais l'année prochaine, on va reconstituer la Sainte-Chapelle du château, donc sur un projet séparé. Et c'est vraiment pour pouvoir créer un engouement toujours similaire, c'est-à-dire qu'on va tous les ans ouvrir une partie du château et ça va faire revenir des visiteurs, etc. Et donc, c'est des projets qui sont vraiment vivants et surtout qui monopolisent beaucoup d'attention de la part des visiteurs qui suscitent un engouement assez énorme. Alors, les maquettes, après, elles peuvent se décliner sous différentes formes.
On a évidemment la visite virtuelle en réalité virtuelle qui marche très très bien, c'est sur des casques. Alors nous, on conseille pas forcément de créer vraiment une salle dédiée avec de la réalité virtuelle parce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est quand même assez solitaire en termes d'expérience. Donc on préfère installer des QR codes avec le téléphone où chacun peut voir et partager avec les autres. Mais il faut savoir qu'on peut très bien créer des expériences visibles sur ordinateur à la manière d'un jeu vidéo où on va visiter un château entier, découvrir les moindres recoins, ses secrets, etc., etc. On a également les vidéos. Vous avez vu un extrait avec Cabourg tout à l'heure, où bon, la vidéo qui permet de retracer l'histoire du lieu, c'est un média qui est très très efficace, qui marche très très bien. La vidéo de Cabourg, elle a été exposée à la Villa du Temps retrouvé et elle a fêté plus de 100 000 visiteurs là cette année. Donc c'est un média qui fonctionne extrêmement bien. On peut également faire des supports d'impression 3D, c'est-à-dire que nos maquettes numériques, une fois qu'elles ont été créées virtuellement, on peut les exporter et les imprimer. Donc c'est parfait pour en faire d'autres supports de médiation accessibles à tous. Et ça permet aussi de voir sous un autre angle en fait, le travail qui a été fait. Donc ça, Parfait. c'est vraiment les différents exports possibles. Et il y en a d'autres, hein, évidemment. Notamment, je reprends l'exemple du château de Bourbon-l'Archambault, où on va exporter des visuels pour venir enrichir les livres qui sont vendus dans la boutique. Donc notre maquette va servir à illustrer les produits dérivés du site. Donc c'est vraiment, c'est pratiquement sans fin, en fait, les utilisations possibles. Merci Thomas. C'est un avant-goût évidemment parce on pourrait rester plus longtemps à en parler, mais comme le temps est compté, on doit aussi permettre à nos invités ce soir de voir comment faire leur premier pas dans les diapes. Donc vous l'avez compris, il y a de nombreux bénéfices pour vous par rapport à cet environnement. Donc évidemment, la permanence de l'accès à distance, le fait qu'il n'y ait pas de limite physique à la valorisation de vos actifs, la contribution, Serge en a parlé, au rayonnement national et international, c'est évidemment des sujets et des contenus distanciels qui sont pratiques pour permettre une accessibilité au public empêché. Des facilitations de médiation, j'en ai parlé tout à l'heure, et de transmission au public scolaire. La possibilité pour vous d'être créatif aussi sur les modes de médiation, il n'y a pas vraiment de limite et en plus on peut hybrider les technologies aujourd'hui. Donc vous voyez aujourd'hui ce que fait le studio Novae, mais on aurait pu vous parler de ce que fait Nuit Noire, les intravers créés par Collect Online, etc., etc. Il y a beaucoup de technologies, comme on l'a vu tout à l'heure. Et évidemment, ça, point très important que Serge Parianti a rappelé tout à l'heure, c'est de faire ça dans une certaine forme de progressivité des investissements et des moyens, en cohérence avec les moyens disponibles pour être dans quelque chose qui soit voilà, respectueux des budgets dont vous disposez. Là, je pense qu'on va reparler avec Serge tous les deux avant de conclure et de vous laisser la parole parce qu'on va vous laisser réagir. Et comme Serge l'a dit tout à l'heure, si vous avez des questions, on sera là pour vous écouter et évidemment en prendre note. Mais en tout cas, ce qu'on a voulu ce soir, c'est, avant de se quitter et avant de vous laisser nous parler et nous dire ce que vous en pensez, c'est vous donner deux moyens effectivement d'appréhender les diapes et les deux premiers moyens en fait, et les deux premiers pas. Donc Serge, je te laisse peut-être évoquer le premier. Oui, donc une première démarche possible. Là, en fait, c'est deux exemples hein, pour qu'on puisse commencer, si vous le souhaitez, à regarder certaines choses ensemble. Donc, la première idée, c'est de monter avec vous un groupe de travail. Donc, comment est-ce qu'on a formaté cette proposition? Donc, on a considéré qu'il fallait poser un objectif, c'est-à-dire faire un état des lieux de la stratégie d'innovation patrimoniale. En gros, c'est où est-ce que vous en êtes? Euh, Rares sont ceux qui en sont au stade zéro. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu ensemble où est-ce que vous en êtes et de voir ce qu'il est bon d'imaginer. Donc, les points de sortie, c'est ça. C'est l'identification, la formulation des enjeux, quelles problématiques, quelles orientations stratégiques générales vous poursuivez actuellement et quel est le champ des possibles vers un projet des diables, donc vers quelque chose de structuré. Et j'insiste, quand je dis structuré, ça ne veut pas forcément dire gros, ça veut simplement dire structuré. On peut structurer
un tout petit projet, comme on peut structurer un projet extrêmement progressif et ambitieux. Donc, le format, c'est 2 fois 2 heures en distanciel. On réunit un groupe de travail de 2 à 6 personnes. C'est vous qui choisissez évidemment les personnes qui doivent se retrouver dans ce groupe de travail. Chez Eritech, on s'occupe évidemment de préparer, d'animer, de restituer et à la fin de préconiser, donc par rapport aux différents points de sortie auxquels nous serons parvenus ensemble. Donc il y a un facilitateur consultant senior et un expert innovation patrimoniale. C'est un tandem qui nous semble tout à fait approprié pour ce type de travail collaboratif. Et le prix est 950 euros hors taxe, donc ce qui revient à 1140 euros TTC. Donc c'est quelque chose d'assez rapide, d'assez express. On ne va pas forcément au fond des choses d'un point de vue technologique et pratique. C'est véritablement un groupe de travail qui permet de poser une sorte d'audit stratégique sur l'innovation patrimoniale et d'ouvrir un certain nombre de pistes possibles. La seconde proposition qui peut éventuellement vous intéresser pour un premier pas avec nous, là c'est plus une proposition en inter, hein. La proposition d'avant, c'est une collectivité. Là, on en regrouperait plusieurs. Donc l'idée, c'est d'étaler sur une semaine, enfin plus précisément 4 jours. Donc l'objectif, donc cette fois, c'est une mise à niveau sur l'innovation patrimoniale. Donc ça ressemble beaucoup plus à une démarche de formation. Donc l'idée, c'est d'écrire ou d'approfondir ses connaissances et sa maîtrise des outils stratégiques et opérationnels en matière de gestion de projet, d'innovation patrimoniale. Donc là, c'est plus vraiment pour s'approprier des méthodologies, augmenter ses connaissances, ses compétences. Donc c'est une semaine, donc de 4 jours, c'est une semaine courte, en distanciel toujours et en inter. Là, on monte à 8 à 12 personnes, pas plus, parce qu'après, ça devient trop compliqué d'aller au fond des choses. Donc c'est 1h30 par jour sur 4 jours. En distanciel, on fait pas trop long. 2 heures, c'est déjà pas mal, mais bon, c'est ce qu'on a proposé sur le groupe de travail hein, précédent. Les points de sortie pédagogiques, c'est développer sa capacité à évaluer et exprimer clairement une problématique patrimoniale, acquérir des techniques et processus de codéfinition d'enjeux et d'objectifs. Codéfinition parce que ces projets-là, s'ils doivent voir le jour, en général, il vaut mieux qu'ils soient élaborés sur des bases d'intelligence collective. Construire les bases d'une stratégie, maîtriser l'évaluation des besoins en expertise et des compétences internes. Donc, c'est le fameux balancier que vous connaissez très bien et qui a évidemment un impact budgétaire. Où sont les compétences et où sont celles qui nous manquent? Donc, pour savoir exactement ce qu'on peut externaliser et ce qu'on a plutôt intérêt à internaliser. Constituer une équipe projet ad hoc. Partir de là, effectivement, c'est bien de savoir constituer une équipe, c'est-à-dire aussi impliquer les personnes, aller vers l'engagement, parce que ces projets-là s'avèrent souvent compliqués et nécessitent un engagement dans la durée de chaque participant. Et enfin, manager la mise en œuvre d'un projet de valorisation patrimoniale par l'innovation. Donc là, on est plutôt, comme je le disais, sur un format formation avec un consultant formateur senior et toujours un expert en innovation patrimoniale. On est en prix par personne à 840 euros hors taxe, ce qui revient à 1050 euros TTC. Euh, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit, il me semble, hein, Eric, et qu'on va pouvoir passer Je te le confirme. aux questions-réponses. Voilà, en espérant que cet exposé qu'on a concentré vous est clair et utile. Voilà, on est à votre écoute. Alors, pour ceux qui posent des questions, n'oubliez pas d'activer votre micro. On dirait que c'est le temps de la digestion.
Peut-être aussi dans l'idée de faire un peu connaissance, est-ce qu'autour de cette table-là, certains d'entre vous ont déjà mis en place des choses impliquant le numérique dans vos médiations, dans la manière de valoriser des collections que vous ne pouvez pas forcément valoriser dans un SIAP ou dans des lieux finis? Ce sera intéressant de voir aussi comment vous formulez, vous, cette question-là, comment elle vous apparaît. La parole est libre, hein, comme on dit. On va demander à nos amis de Nîmes de nous donner un coup de main. Alors, Oui, alors, donc nous avons justement donc construit un outil en deux étapes, hein, avec dans un premier temps une maquette sur laquelle, une maquette en relief sur laquelle justement est projeté en vidéo mapping un film justement bon, qui constitue justement bon, des séquences, cartes historiques, et aussi séquences animées, mais ça, c'est vraiment, ça reste de la cartographie projetée essentiellement pour expliquer l'évolution, justement, ou pour rendre visible l'évolution de la ville. Et cette maquette, donc, elle est installée à l'Office de tourisme, donc, où elle constitue comme ça aussi vraiment un outil pour tous les visiteurs qui débarquent, qui découvrent la ville. Et c'est très bien intégré maintenant par l'Office de tourisme dans son fonctionnement. Donc, ils ont vraiment bien pris l'habitude justement, bon, de renvoyer justement, bon, les publics vers cet outil-là. Et bon, le retour est très, très, très positif. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous en avez déjà parlé, effectivement, bon, un site effectivement, bon, en ligne sur lequel effectivement, bon, nous proposons effectivement, bon, du contenu téléchargeable, des dossiers thématiques, qui contient aussi tout, justement, bon, qui est aussi justement, bon, le site où on trouve toute l'offre pédagogique, que ce soit pour le patrimoine et pour les musées, et qui est aussi comme ça une plateforme vers laquelle vont régulièrement justement, les enseignants. Et on est en train là maintenant de tester, de commencer à travailler là dans une phase test avec un collège justement de Nîmes pour pouvoir faire de la médiation à distance pour justement des groupes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Mais donc, moi, ça, c'est maintenant, bon, ça, c'est quelque chose qu'on va tester là ce printemps. Et je pense après qu'il va pouvoir justement bon, se faire après pour aussi des classes qui sont beaucoup, beaucoup plus loin que, voilà, c'est un collège de Nîmes, mais même pour les collèges en ville, c'est souvent difficile de venir, hein. Et bon, après, pour eux, après, ça peut se coupler avec, bien sûr, aussi une découverte finalement in situ. Mais voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Et bon, on va essayer justement de faire évoluer l'outil pour justement pouvoir réintégrer d'autres modules, peut-être avec un peu plus d'interactivité. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. On a à peu près l'année dernière, enfin, parce que bon, ça existe depuis un an maintenant. On a eu à peu près 20 000 visiteurs, hein, et une grande partie sont des visiteurs qui reviennent. Donc, ce qui montre aussi que les gens finalement, qui cherchent quelque chose sur le patrimoine, ils l'ont repéré et reviennent vers ce site-là quand ils cherchent un certain type d'information. Merci beaucoup pour ce témoignage. D'autres Très témoignages? encourageant. Oui, en effet, mais à suivre de près parce qu'effectivement, on le voit, le processus d'innovation tel que Madame Rottenberg-Sellier en témoigne, il est permanent, il est itératif, mais on peut créer de la fidélité autour de ça. D'autres expressions, d'autres questions ou témoignages autour de la table? L'état de vos réflexions, vous en êtes où? Bonsoir, Bonsoir. vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, bonsoir. Alors moi, ce serait plutôt pour des questions, si ça va. Mhm.
Donc, d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Charlotte Le Pêcheur. Je travaille au Pays d'art et d'histoire de Luxembourg, donc, qui se situe en Côte d'Or. Et j'ai notamment une question par rapport à ce que vous avez dit lors de votre présentation, et notamment sur l'évolution des dispositifs que vous proposez, des évolutions dans le temps. Du coup, en fait, je me demandais tout simplement, bah, à ce moment-là, quand vous faites évoluer un dispositif, quel type de contrat vous proposez? Parce que c'est enfin, parce que voilà, c'est pendant combien de temps vous le faites évoluer? Est-ce que c'est quelque chose que vous déterminez en amont? Est-ce que au bout d'un moment ça s'arrête? Est-ce que c'est un contrat que vous renouvelle? Donc voilà, c'est des questions à ce propos. Thomas, tu peux peut-être donner l'exemple de la pratique de Novae dans ce domaine? Alors en fait, c'est statué en amont. Donc on définit en amont avec la collectivité sur combien de temps on cherche à faire évoluer le projet, en sachant que les évolutions comprennent la plupart du temps le fait de construire donc la maquette numérique dans le temps. Donc, en fait, on va avoir une évolution physique de la maquette, physique, numérique évidemment, de la maquette, puisqu'on va ouvrir, si on prend le cas de Bourbon-l'Archambault par exemple, plusieurs pièces au fur et à mesure, mais également, Mhm. comme certains projets, là par exemple, on va prendre l'exemple de Deauville qui va demander, on va ouvrir une partie donc cet été, mais c'est un projet qui va englober la totalité de la ville, donc qui va prendre vraiment dans le temps beaucoup de mois de production. En fait, là, D'accord. à ce moment-là, quand on aura défini plusieurs étapes, on mettra à jour techniquement les premiers rendus qu'on avait faits. Puisque il arrive très fréquemment que nous, on travaille avec des sites qui sont en train de faire des fouilles, qui modifient leur réalisation, puisque bah, on va découvrir que finalement, un tel amphithéâtre avait des gradins qui étaient en bois et non pas en pierre, donc il faut modifier ça. Ou alors que tel château avait une tour ici, alors qu'on ne l'avait pas matérialisé au début, donc il faut la modifier. En fait, on s'adapte complètement et souvent, on fait des contrats avec des avenants. C'est-à-dire que le projet évolue sous cette forme-là. Mais après, sinon, pour ce qui est d'un point de vue purement technique, évolution purement technique de nos expériences, ça peut être tout Mhm. simplement comment dire, des missions qui peuvent être prises vraiment à part. Comme nous, on utilise des techniques issues du jeu vidéo, mettre à jour techniquement nos modèles ou nos expériences, c'est très très facile. Donc, c'est des missions qui sont vraiment sur une demi-journée. Mais en amont, on préfère statuer sur le contrat, en fait. Ok, d'accord, très bien. Merci. Merci Thomas. Je sais pas si vous m'entendez. Ah, Et Très Laure, bien. On Bonsoir. vous entend? Bonjour, alors moi c'est Laurie Delson de la Réunion, ville de la Réunion, Saint-Paul, ville d'art et d'histoire. Et ça me permet de rebondir parce que du coup, moi je suis revenue l'année dernière en 2023 et on avait un projet qui était visiter Saint-Paul en 1900 qui s'est fait avec l'application Légendaire qui a été montée par l'ancien animateur, mais qui n'a pas abouti. En fait, ils ont numérisé tout, ils ont fait une proposition. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai vu le visuel, enfin la maquette qui avait été faite. Il y a pas mal d'inexactitudes, on va dire, par rapport à l'époque qui est évoquée, à l'architecture, aux détails, la mise en œuvre. Puis ça fait très jeu vidéo. Alors, l'outil est super, on y croit tous, mais ça fait un an qu'on n'arrive pas à mettre à jour la version qui avait été rendue à l'époque. Et là, vous me dites, bah oui, ça doit être simple, normalement, de pouvoir, à partir du moment où on a fait des screenshots et proposer des modifications avec les images référentes, de réadapter finalement ce qui avait été conçu. Et là, ça a bloqué à ce niveau-là. En fait, ils sont pas sûrs d'avoir accès aux fichiers sources. Et du coup, on a eu des budgets de mobiliser, toute une production qui a été faite, sauf que ça n'a pas abouti à être présenté au public. Et aujourd'hui, on est un peu coincé là-dessus. Donc, je voulais voir si vous avez des éléments de conseil à ce niveau, parce que du coup, on ne sait pas si on reprend le projet de 2021 et on essaye de le faire aboutir avec des avenants ou des possibilités de modification, ou on se contente de ça avec ce qui ne va pas et puis on fait avec. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'était un peu, nous, notre projet actuel, il en est là. On a une modélisation proposée. Il y a des éléments à modifier et on est un peu coincé même au niveau de l'enveloppe budgétaire, puisque ça a été
vendu. Et puis voilà, entre-temps, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, pour répondre de manière un peu simple, en fait, c'est une manière de travailler. C'est-à-dire que les technologies qu'on utilise, que les studios utilisent, permettent ou ne permettent pas en fait la modification ultérieure des fichiers en fait, des fichiers 3D. Nous en fait on a des partenariats avec le CNRS, le NS, etc. avec des clauses qui nous lient en fait, je vais pas dire nous obligent, mais on est tenu en fait de garder une évolutivité de nos expériences de manière à les garder à jour en fait. Puisque comme on travaille dans le patrimoine, ça évolue tout le temps, que ce soit avec, comme je le disais, les fouilles, ça peut être des recherches documentaires qu'on n'avait pas forcément, des personnes, des historiens qui ont un éclair de génie ou qui se disent, ah, mais je me souviens qu'en fait, c'était pas comme ça. Donc, il faut qu'on soit capable de pouvoir modifier rapidement, efficacement les contenus. Mais ça, en fait, d'un point de vue purement technique, c'est parce que, et je l'entends complètement, c'est parce qu'en fait, on n'utilise pas basiquement les mêmes logiciels en fait. Donc nous, on a développé des logiciels de notre côté, on utilise des plugins de notre côté qui facilitent en fait les modifications. C'est pour ça que alors je devrais pas le dire comme ça, hein, mais on fait des modifications souvent à la volée des projets, alors que normalement il faudrait faire proprement, demander un avenant, etc. Ça nous arrive très fréquemment de modifier un projet à la volée, puisque pour nous, c'est assez simple de le faire. Ensuite, comme on l'a dit précédemment, et c'est un point sur lequel on accompagne, nous, de manière assez serrée, nos clients et nos partenaires, c'est le contrat. C'est-à-dire à qui sont les données, quels sont les droits affectés à la propriété des créations faites, quelles sont les clauses effectivement de restitution, puisqu'on est sur des biens de retour aussi. Parce qu'à un moment donné, et ça s'est trouvé de temps en temps et trop souvent, où finalement vous êtes prisonnier d'un prestataire parce qu'il a son format de données personnel, que c'est lui qui a la main. On a connu ça à une époque des sites web, etc. On ne pouvait rien bouger sans rappeler son agence web qui facturait à chaque fois. Donc là, voilà, c'est relire le contrat, mettre la pression et obtenir ou pas ensuite, voilà. Mais la vigilance, elle est malheureusement à verrouiller en amont. Et puis ensuite, peut-être entrer dans un dialogue avec nous pour voir quel est le format de données qui correspond. Thomas connaît à peu près le format de données chez Legender pour voir si c'est rattrapable, récupérable par un autre tiers. S'il y a de la mauvaise volonté de la part du prestataire et que vous êtes un peu pieds et poings liés là-dessus, peut-être qu'on peut imaginer quelque chose, hein, je le dis sans préjudice de ce qu'il est possible de faire techniquement. Et faut Ah, savoir aussi non, ils sont très ouverts, hein, mais c'est juste que du coup, s'ils n'arrivent pas à modifier, bah, il faut qu'ils refassent tout, ils ne le font pas. Donc, mais on va se revoir là-dessus. Merci en tout cas pour cette pas de conférence. souci. Merci. Je rajoute juste un point, moi, sur l'obligation qui est la vôtre, et je l'ai rappelé tout à l'heure, qui est très important de faire attention. Vous parliez d'inexactitude, ce qui est un peu, moi, ce qui a troublé ce que vous avez dit, c'est de faire très, très attention au départ, justement, à cette véracité et à ces données, j'allais dire, qui doivent être parfaitement exactes par rapport à ce que vous passez comme commande. Je pense qu'il y a une obligation de la part du prestataire qui est évidente de s'engager dans un processus qui soit réellement scientifiquement et culturellement éprouvé, pour pas qu'il y ait enfin, voilà, d'anachronisme ou des problèmes de représentation par la suite. Donc ça, c'est très important. Et vous, vous avez aussi cette obligation d'être super exigeant. C'est-à-dire voilà, dans le contrat, je pense que c'est partie aussi des choses qui sont à imposer, j'allais dire, et même à contraindre d'une certaine manière pour vous éviter après des surprises, voilà, qui sont du coup, à cause du blocage technologique, pas forcément rattrapables. On vient de passer une petite heure ensemble. On peut éventuellement déborder de quelques minutes si vous avez des questions. Est-ce que la présentation vous a semblé claire? A priori, il semble que oui, puisque on est loin d'une avalanche de questions, donc c'est une bonne nouvelle. Et derrière, donc vous savez nous contacter, vous savez aussi vous connecter sur notre site internet. On est, on est facilement joignable. Donc on reste bien entendu à votre disposition pour, même en dehors de ce webinaire, répondre à des questions qui vous viendraient un peu plus tard.
Moi, j'aurais bien une autre question. Si, Avec plaisir. justement, vous parlez de données et dans votre présentation, il y a un endroit où j'ai pas très bien compris parce que vous avez dit, voilà, vous nous transmettez les données et si on n'en a pas, je sais plus quel terme vous avez utilisé, donc là, je vais peut-être me tromper, mais quelque chose comme on les fabrique ou On les on collecte. les, je sais plus. Oui, c'est Oui, là, en fait, Oui. on parlait de numérisation. En fait, vous avez des informations. Ces informations, d'accord, pour pouvoir les exploiter dans un environnement tel que celui dont on a parlé aujourd'hui, il va falloir à un mhm, moment donné les traduire en digital. Donc, pour d'accord. certains d'entre vous, vous avez déjà un actif de patrimoine numérisé. Donc, dans ces Ah, cas-là, d'accord. vous pouvez déjà commencer à travailler avec ce que vous avez. C'est ça que je veux dire. Mhm, Et si d'accord. jamais si jamais vous avez jamais rien numérisé, euh, Mhm, bah, à un moment donné, il va falloir effectivement Commencer. traduire tout ça en digital et commencer à créer votre actif digital patrimonial. d'accord. Très Voilà. bien. Ok, merci. T'en prie. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, Euh, oui, il y en a une là. J'entends. Je vois pas, mais j'entends. Non? non. J'ai entendu une voix. Voilà. C'est Oui. une fausse alerte. Ouais. Ok. Donc, bah, peut-être on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, revenez vers nous pour la moindre question, la moindre information. Si vous avez besoin qu'on vous envoie des éléments, vous nous contactez par mail, on vous enverra tout ce qu'il faut. Voilà. On Cette mettra de séance, toute façon le support, Sébastien, à votre disposition. Le support qu'on a déroulé aujourd'hui, on vous l'envoie évidemment, on l'envoie à vous l'ensemble des l'enverrez en participants. même temps que le lien vers le replay de cette séquence sur notre chaîne YouTube Eritech. Et puis, et puis évidemment, voilà, vous avez l'ensemble des coordonnées disponibles et on peut se mettre à votre disposition à tout moment. Voilà. En tout cas, c'était super de vous avoir autour de cette table. Bravo pour ce que vous faites au quotidien. Nous, vous l'avez compris, on est des passionnés de patrimoine et on considère la technologie comme un simple outil qui doit être mis au service des patrimoines. C'est pas un gadget pour se faire plaisir, c'est quelque chose qui doit avoir du sens parce que le patrimoine, c'est ce qu'une génération transmet à la suivante. Mine de rien, c'est pas juste anodin. Il faut que ce soit à la fois une belle histoire, mais aussi une histoire vraie. Donc voilà, nous on sera dans tous les cas ravis de vous accompagner dans vos projets, vos réflexions et bien dans vos actions de médiation innovante parce que si on ne veut pas rater la marche des jeunes générations, tout le monde en est conscient autour de cette table, et bien voilà, il va falloir créer des médiations qui vont embarquer le numérique parce que nos gamins sont nés dedans et puis c'est vrai que c'est plutôt fun. Sur ces belles paroles, fun, on vous souhaite une excellente soirée et on espère avoir l'occasion de vous revoir soit en ligne, soit en présentiel très très rapidement. Voilà, à bientôt. Merci. Merci Au beaucoup. revoir, merci Au à revoir. tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.